Madame, Monsieur, bonsoir. Sahar Mdankoum, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag où nous abordons une thématique plutôt classique mais indémodable. Une thématique qui s'impose à chaque fois qu'on parle de jeûne ou du mois sacré du Ramadan. Ce soir, nous nous adressons à toutes les personnes vivant avec une pathologie chronique nécessitant une prise régulière de médicaments. Diabète, hypertension artérielle, pathologie cardiaque, épilepsie. Finalement, nous ne sommes pas tous égaux devant le jeûne. Alors à quel moment peut-on jeûner? À quel moment doit-on rompre le jeûne ou ne pas l'observer du tout? Quels sont les scores qui nous permettent de reconnaître les personnes éligibles au jeûne et à quel point est-il important d'écouter son médecin et de se faire accompagner? Voilà en gros notre sujet ce soir et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir professeur Nibouche Djemeldine. Vous êtes spécialiste en cardiologie. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir Dr Awish Samir. Vous êtes spécialiste en diabétologie. Vous exercez au niveau du CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir, merci. Sahar Mdanek, à vous aussi. J'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de cette émission, Dr Laifa Mohamed. Vous êtes spécialiste en diabétologie et vous êtes président de la SARM, la Société algérienne de la recherche médicale. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation et Sahar Mdankoum. Et j'ai enfin le grand plaisir de recevoir Dr Hellel Adlen. Vous êtes spécialiste en médecine interne. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous... Sahar Mdankoum aussi. Oui, Sahar Mdanek. Merci à vous quatre de venir sensibiliser autour de cette thématique. Pour tous les Algériens, en tout cas quasiment tous les Algériens, accomplir le jeûne du Ramadan est très important, même si cela est souvent risqué peut-être pour certains, comme je disais en préambule. Finalement, nous ne sommes pas tous égaux devant le jeûne, professeur Nibouche. Ah oui, tout à fait. Le jeûne, donc, c'est une situation de contrainte. C'est pour ça qu'on doit jeûner, une contrainte et toute contrainte évidemment expose toutes les personnes fragiles à donc des perturbations du fonctionnement de leur organisme. Et concernant la santé est très très importante. Donc jeûner étant une contrainte pour quelqu'un qui est malade, il faut d'abord identifier quelles sont les maladies donc, qui sont à risque. Évidemment de provoquer des perturbations graves qui peuvent aller jusqu'au décès, et quelles sont les situations où on peut jeûner, mais quelles sont aussi les précautions à prendre et quelle est la façon de faire pour pouvoir donc évidemment non pas contourner la contrainte, je dirais pas ça, mais surtout de s'adapter à cette contrainte. Absolument. On va revenir, en tout cas c'est la thématique de l'émission, on va en parler pendant 52 minutes. Alors on parle beaucoup des diabétiques, docteur Awish, parce qu'ils représentent quand même quelque chose comme 15% de la population, et puis c'est eux qui sont le plus concernés par cette thématique. Aujourd'hui, il existe des scores établis par le DAR, l'Alliance Diabète et Ramadan, qui définissent clairement qui peut jeûner ou pas parmi la population des diabétiques? Alors effectivement, donc avant il y avait un score qu'on utilisait, en fait c'est pas un score mais c'est-à-dire donc grouper le patient dans le haut risque ou bien le très haut risque ou bien le risque faible. Maintenant donc on se base depuis quelques années, donc ça fait 2 ans de ça, le DAR c'est essentiellement des recommandations qui sont émises par on va dire des savants musulmans. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc maintenant c'est un ensemble de points. Un ensemble de points par rapport au profil patient. Je m'explique, par exemple, le type de diabète, quels sont les traitements que prennent habituellement les patients diabétiques, quelles sont les complications donc de ce patient-là, est-ce que réellement il a fait une décompensation cétosique avant ou non, est-ce qu'il a fait déjà des hypoglycémies, quel type d'hypoglycémie il fait, quelle est son expérience avec le ramadan donc précédent, est-ce qu'il a une maladie et des comorbidités comme l'hypertension, comme par exemple des complications de son diabète, et c'est à partir de ce score-là quand on va tout simplement dire à un patient s'il peut jeûner ou non. Habituellement, quand ça dépasse 6 points, ça veut dire donc c'est un ensemble de points qu'on va additionner. Quand ça dépasse 6, le malade n'a pas le droit de jeûner. Donc c'est pour ça que je dis, c'est très important que le patient, pour savoir s'il peut jeûner ou non, de s'adresser à son médecin traitant. Ça, absolument. Parce pas à n'importe quel médecin. Justement, pas n'importe quel médecin qui le connaît, absolument. Quand je vous dis ça, parce que malheureusement, nous à Mustapha, on reçoit des patients qui viennent, monsieur, est-ce que je peux jeûner? Mais je ne vous connais pas.
Je ne vous connais pas. Mais c'est là, il parfois faut peut-être une ruse, peut-être pour éviter, parce que leur médecin a déjà dit peut-être de ne pas jeûner. C'est très compliqué, hein, docteur Laifa, de convaincre aujourd'hui une personne, parce que quand même, le jeûne a une dimension, et le ramadan particulièrement, une dimension très sacrée dans la société. C'est aussi mal vu peut-être de ne pas faire observer le jeûne. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que parmi la jeune génération, la pédagogie, j'ai envie de dire, vous sentez qu'elle est bien comprise chez la jeune génération ou pas, les plus jeunes, hein? Oui, c'est évident. C'est-à-dire, si on compare il y a 40 ans passés, on ne voit pas les choses de la même façon. Les gens lisent de plus en plus, les moyens les réseaux sociaux informent. Justement, je vous pose cette question par rapport à la jeune génération, peut-être, parce que les jeunes, aujourd'hui, ont tendance à communiquer sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ont plus de compréhension, j'ai envie de dire, moins de préjugés. Oui, moins, mais attention, ces réseaux ne sont pas contrôlés par des sources fiables et sûres, donc on peut lire ce qui est utile, ce qui est inutile, ce qui est à côté, ce qui est scientifique, ce qui n'est pas, ce qui est basé sur des arguments, disons, qui ne sont pas fondés scientifiquement. Et puis, il y a à la limite le fatwa, donc le fatwa qui est donc une décision religieuse par rapport à votre statut, par rapport à votre profil. Et comme il a dit, docteur Awish, c'est ça, nous, le plus important pour nous, c'est de gérer des risques. En réalité, nous, quand on autorise quelqu'un à jeûner, c'est parce qu'on voit que le risque est faible, pas plus que ça. Et si on ne l'autorise pas, c'est parce que le risque est important. Parce qu'il arrive qu'un médecin me dit, un de mes patients me dit, mon médecin de l'année passée m'a interdit de jeûner, et finalement j'ai jeûné et rien n'est arrivé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que le médecin se trompe? Non. Le médecin calcule le risque. C'est comme vous me dites, vous roulez à 150 à l'heure sur une autoroute et vous n'avez pas fait d'accident. C'est vrai, mais si c'est interdit, c'est parce qu'au risque de faire un accident, vous ne pouvez pas la répéter autant que vous voulez. Il y a aussi peut-être cette notion d'invisibilité, hein, vous mettez le doigt sur un point très important, cette notion d'invisibilité dans la maladie chronique, hein, parce qu'on a du mal peut-être à faire comprendre à une personne qui se sent complètement en bonne santé qu'il y a un risque sur sa santé, justement. Et il y a un risque qui est permanent et nous, on ne fait que gérer ce risque et l'amoindrir au maximum, le réduire au maximum, parce que le risque est également présent, même pour ceux qu'on autorise à jeûner. Il arrive qu'il y ait des incidents. Absolument. Et là, on est obligé de rompre ce jeûne et de l'arrêter, bien évidemment. Oui. Docteur Hellel, est-ce que vous pensez que l'avis du médecin est parfois, parce que là, quand même, on parle d'un aspect j'ai envie de dire, très sensible quand on parle de religion. Est-ce que l'avis du médecin est parfois perçu comme une forme d'intrusivité, j'ai envie de dire que... Moi, je pense que oui, en fait, les mentalités ont quand même un peu changé. Il faut être honnête. C'est qu'il y a quelques années de ça, quand le médecin disait à un patient, vous ne pouvez pas jeûner parce que le risque pour votre santé est grand ou est énorme, le patient avait tendance à résister un petit peu à la décision du médecin parce qu'il ne comprenait pas trop, ou alors tout simplement parce qu'on était dans une optique où la personne a jeûné pendant 60 ans, allait lui dire à l'âge de 70 ans que cette personne ne pouvait plus jeûner. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'information arrive tellement plus facilement et plus souvent aux patients que les patients commence à accepter la position du médecin. Et puis même quand il se réfère à l'imam, l'imam maintenant, c'est pas compliqué, hein, il rapporte ou il ramène le patient vers son médecin traitant. Parce que c'est ce qu'il disait Dr Awish tout à l'heure, c'est que il n'y a pas mieux que le médecin traitant qui connaît bien son patient sur tous les plans, hein, sur le plan cardiovasculaire ou sur le plan rénal, sur le plan de sa pathologie chronique, qui puisse l'orienter de manière à minimiser au maximum les risques liés au jeûne pendant le mois de Ramadan. Vous pensez qu'on fait suffisamment de pédagogie? Vous êtes médecin interniste. Alors on parle beaucoup des diabétiques, on parle beaucoup des maladies cardiaques également. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Malheureusement, on a beaucoup de Mickey, par exemple, en Algérie. On a des épileptiques, comme je disais, en préambule. On a beaucoup de maladies chroniques, hein, en gros. Est-ce qu'on fait suffisamment de pédagogie par rapport aux autres malades aussi? Le but, justement, est le fait de se rapporter à son médecin traitant, c'est d'essayer de faire le point sur l'ensemble de ces pathologies. Hein. Ce n'est pas qu'une question de diabète ou de maladie cardiovasculaire. Effectivement, le patient est un tout.
Hein, c'est du cheveu à l'orteil. Et forcément, pour pouvoir prendre une décision en minimisant le maximum de risques, c'est d'essayer de connaître parfaitement son patient sur tous les plans et donner les informations nécessaires. C'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique aujourd'hui. Donner les informations nécessaires pour que le patient prenne le moins de risques par rapport au jeûne, parce que n'oublions pas qu'aussi, c'est pas une journée, c'est pas 2 journées, c'est 30 jours du mois de Ramadan. C'est cette continuité pendant 30 jours qui complique encore les choses. Je vais vous inviter, messieurs, à regarder un sujet, un reportage justement qui revient sur les risques sur la santé pour les malades chroniques. Voyez, c'est un sujet signé Yasmine Messaoudi. Regardez. Durant le mois sacré du Ramadan, jeûner peut représenter un risque pour les personnes souffrant de maladies chroniques comme l'hypertension ou encore le diabète. Des pathologies qui nécessitent une prise médicamenteuse plusieurs fois par jour. Selon les spécialistes, le jeûne n'est pas sans risque pour ces patients. L'idéal est de prévoir une consultation 4 à 6 semaines avant le jeûne afin d'être conseillé. Et pourtant, certains malades s'obstinent et s'opposent aux instructions de leur référent médical, convaincus de se sentir capables de tenir toute une journée sans en mesurer les conséquences sur leur santé. Jeûner lorsqu'on est diabétique, par exemple, est une décision importante qui doit être prise après évaluation des risques qui sont variables d'une personne à une autre. Il est important avant de jeûner de consulter son médecin traitant ou son diabétologue pour une évaluation précise de la situation de santé de la personne et pour une adaptation des traitements en fonction du changement de rythme. À la fin du mois sacré du Ramadan, une évaluation médicale est conseillée. Elle permettra de contrôler l'effet du jeûne sur le malade à travers un bilan de santé ainsi que son état général. Alors peut-être que dans le sujet, on a beaucoup parlé des diabétiques. Encore une fois, c'est la population qui est la plus ciblée par cette thématique. Mais néanmoins, en cardiologie, on voit beaucoup de gens aussi, les hypertendus, les personnes opérées, les infarctus, les diabétiques également, qui font des complications. Comment se fait le tri finalement, professeur Nibouche? Avant de répondre à votre question, je tiens à vous donner des informations importantes en matière de prévention. En fait, le Ramadan, c'est quoi? Le rôle du médecin, c'est un rôle préventif. De prévoir donc un déséquilibre d'une maladie, de prévoir des événements chez quelqu'un qui jeûne. Absolument. Les recommandations actuelles, qui sont venues d'ailleurs des États-Unis d'abord, c'est de ne pas imposer au malade. Ce n'est pas aussi de le convaincre, mais c'est de négocier avec le malade. C'est ça, absolument. C'est-à-dire ne pas être dans l'injonction. Réussir. Si plutôt dans l'accompagnement. Absolument. C'est la médecine moderne. La médecine moderne. L'approche est une approche par étapes. Et là, la préparation du malade est fondamentale. Nous ne préparons pas notre malade. J'ai vu 4 semaines avant. Oui, c'est important, absolument. 4 semaines avant un mois. La préparation du malade au jeûne. Est-ce que ce malade doit faire le jeûne ou pas? Comment, évidemment, le préparer psychologiquement à ne pas faire le jeûne? Donc il faut négocier. La négociation est un peu longue. Elle doit se faire avant le mois. Là, c'est la médecine moderne. Et c'est très important donc dans les pays musulmans qu'il y ait cette approche, parce qu'elle va, évidemment, aussi... On apprend à nos jeunes maintenant à négocier beaucoup avec les malades. Et surtout, en matière de prise de décision. La prise de décision doit être une prise de décision avec le malade. C'est le malade et le médecin qui doivent ensemble prendre la décision bénéfique pour le malade. Concernant donc les maladies cardiovasculaires, et vous m'avez parlé d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est une des maladies les plus fréquentes dans le monde et en Algérie. Absolument. Prévalence quelque chose comme à peu près de 30%. Oui, absolument. De 30%, ce qui est donc une grande majorité des malades, surtout en Algérie. Oui. Alors l'hypertension artérielle non compliquée ne pose aucun problème pour le jeûne, à condition que le malade suive les recommandations de son médecin et prend les médicaments voulus. Alors l'intérêt majeur maintenant, c'est que nous avons des médicaments qui ont un effet sur 24 heures. Alors, cet effet donc des médicaments sur 24 heures permet au malade de prendre une seule prise. C'est un atout majeur. C'est ça. C'est de prendre le médicament, donc, et donc, il sera protégé. Il sera tranquille. Et tranquille. Donc, ce sont les médicaments modernes actuellement. Et chez l'hypertendu,
ces médicaments existent et existent en Algérie. Donc, sur le plan thérapeutique, je parle de l'hypertension non compliquée, il n'y a aucun problème. C'est ça. Mais le problème où se situe? Le problème se situe dans les écarts d'origine. Alors, quand vous voyez un hypertendu qui va consommer une consommation donc, de sel en un temps limité, puisque le temps est limité, la même consommation qu'il consommait avant. Donc la quantité de sel qu'il prend est toujours la même, certes, mais en un temps très court. Et c'est ça qui va décompenser ça a l'effet d'un choc, malade effectivement. pour faire donc de l'insuffisance cardiaque. En plus de ça, on a parlé de la réhydratation. La réhydratation, oui, il faut faire une réhydratation, surtout chez les sujets âgés. Mais elle doit être, madame, progressive. Si vous réhydratez d'un seul coup et vous buvez beaucoup d'eau d'un seul coup, vous risquez d'avoir une augmentation subite de la volémie. Et nous savons très bien que ces malades arrivent aux urgences en œdème aigu du poumon et quelquefois mortels. Donc réhydratation, surtout quand on prend la shorba. La shorba, c'est un mets... On va revenir sur le repas, professeur Nibouche. On va revenir sur ça. Alors, vous avez parlé justement d'un point... Alors, techniquement, comment ça se passe, professeur Nibouche a parlé de 4 semaines de consultation, 4 semaines avant le ramadan. Mais en principe, je pense que c'est bien avant, c'est 6 à 8 semaines à peu près. Est-ce qu'il y a une consultation, pour les malades, par exemple diabétiques, une consultation pré-ramadan ? Est-ce qu'on peut parler de consultation pré-ramadan? Alors, au fait, il y a des recommandations dans ce sens. Donc, ce qu'on demande habituellement, c'est de préparer le malade est-ce que ça 2 se à fait 3 mois avant. C'est au fait 2 à 3 mois. Ça veut dire la consultation, elle doit se faire 2 à 3 mois avant. C'est une consultation qui est spécifique, donc dans le sens où on va avoir un profil par rapport à ce patient. Pourquoi? Parce que parfois le médecin, quand il voit son malade, peut-être qu'il n'a pas vu donc depuis longtemps. Alors quand le malade arrive, on lui demande toute une exploration à faire. Et c'est à travers cette exploration qu'on peut éventuellement décider que le malade puisse jeûner ou non. Donc en fait c'est ça. Donc c'est une préparation qui se fait 2 à 3 mois avant le ramadan, où on fait toute une batterie, je dirais, d'examens cliniques et aussi l'examen clinique du patient lui-même et les examens paracliniques. Et c'est à partir de là qu'on va sortir donc avec on va dire donc on peut faire notre score. Maintenant, si notre patient, donc il s'avère qu'il ne peut pas jeûner, alors, comme l'a bien dit le professeur Nibouche, effectivement, c'est là où on va commencer à négocier. Donc la négociation, elle ne se fait pas quelques jours avant le ramadan. C'est pendant ces 2 à 3 mois, on négocie. Donc, est-ce que le malade, il peut jeûner ou non? Maintenant, si le patient, bien sûr, décide de jeûner malgré les contre-indications du jeûne, eh ben là, il faut l'accompagner. Absolument. Donc là, il y aura tout un accompagnement qu'on fait. Docteur Laifa, jeûner ou pas, c'est une question posée généralement par le patient ou par le médecin plutôt? Voire même les deux. C'est en fonction du profil, du patient, des patients. Encore une fois, j'insiste sur cette question. Oui. Oui, est-ce que c'est pas... Parce que les médecins vont peut-être dire que c'est un peu intrusif, c'est pas à moi d'aborder la question, c'est pour ça. Ah si, quand même. On s'inquiète de l'état de santé de nos patients. Quand je vois un patient 3 mois avant le ramadan, je suis sûr que je ne peux pas le voir avant le ramadan. Je dois anticiper. Ça fait partie de mes préoccupations. Que le patient ne risque encore plus pour les patients bien équilibrés. Évidemment, c'est vrai, quand la question est posée par les patients, c'est encore plus facile. Donc il a un doute en général. Et quand il y a, en réalité, je rejoins professeur Nibouche par rapport à cette histoire. On a des diabétiques quand il s'agit d'un diabète plus ou moins inocurable, chez un sujet d'âge moyen, sans complications, sans autres pathologies associées. C'est quand même le patient idéal pour jeûner. Le jeûne peut devenir quelque chose de très intéressant, à condition de se surveiller et de respecter, parce que le problème chez les diabétiques, c'est pendant cette rupture de jeûne qui dure 8 heures. On peut pas récolter les bénéfices de 14 heures de jeûne en passant outre les 8 heures, et on consomme le tout à la fois dans un temps qui est très réduit. Effectivement, il y a les risques de pics glycémiques, et il n'y a pas que ça. Parce que beaucoup de gens croient que
Le diabète lui-même pose problème quand on jeûne. S'il y a une situation, disons d'urgence qui s'installe, une glycémie, les limites qu'on connaît, moins de 0,70 grammes par litre, une glycémie qui dépasse le 3 grammes, automatiquement on rompt le jeûne. Ça, les patients le savent. Mais beaucoup me posent toujours la question, bon, à moins de 0,70, d'accord, je risque des hypoglycémies, mais à 3 grammes, je suis bien, parce que laissez-moi jeûner, ça va baisser. Alors c'est l'inverse qui se produit. En réalité, s'il y a du sucre dans le sang élevé, c'est parce que les tissus n'ont pas de sucre. Donc le sang continue à être trop sucré et là, on fait une rupture, pas pour manger principalement, mais surtout pour prendre ses médicaments. Parce que cette glycémie doit baisser et doit laisser ses sucres passer là où il faut. Donc, et c'est un concept que le patient souvent ne le comprend pas, ne le connaît pas. Et quand vous allez lui expliquer que même une glycémie élevée, c'est un problème. Et donc, c'est un peu comme l'histoire aussi des hypoglycémies. Beaucoup de gens pensent que le jeûne réduit, j'ai envie de dire, la glycémie, alors que c'est complètement faux aussi. Oui, parce qu'il y a des mécanismes de compensation. Les gens, quand ils disent, à midi, par exemple, la glycémie est à 0,90, il a la trouille, il croit que, est-ce qu'on peut aller avec cette glycémie jusqu'au Maghreb, par exemple. En réalité, on peut, parce qu'il y a d'autres mécanismes, la glycogénèse. Donc, il y a le foie qui va envoyer le sucre. Elle ne va pas vous attendre, mais à condition que vous soyez quelqu'un d'équilibré. Si vous êtes déséquilibré, ces mécanismes-là ne sont pas assurés. Justement, pour le profil des patients, alors on peut parler peut-être de 3 profils, des patients équilibrés et disciplinés, des patients qui ne sont pas disciplinés, et les perdus de vue aussi, ceux-là, ils sont très importants, ceux qu'on ne voit pas aussi. Oui, alors c'est vrai que quand il s'agit de patients qui sont assidus à leur rendez-vous, à leur traitement, etc., ça pose peut-être moins de problèmes, parce que ces patients-là, on les voit de manière régulière, ça nous permet de les scorer, de voir un peu le niveau de risque par rapport aux gens, effectivement, et puis si c'est des patients qui peuvent jeûner en toute sécurité, c'est tant mieux. Si c'est des patients qui nécessitent des mesures à prendre avant l'arrivée de Ramadan, on anticipe grâce à ces consultations pré-Ramadan et ça nous permet donc de leur donner toutes les informations nécessaires et éventuellement les modifications de leur traitement, les horaires de prise, etc., pour leur permettre de jeûner dans les meilleures j'allais dire, en toute sécurité, meilleures conditions de sécurité. Maintenant, le gros problème qui se pose, ce sont les patients qui ne sont pas stabilisés, les patients qui sont déséquilibrés, que ce soit d'un point de vue tensionnel ou diabétique ou autre. Et ces patients-là qui viennent juste à la veille du mois de Ramadan et qui vous disent, voilà, je viens, c'est pour me préparer au jeûne du mois de Ramadan. Et là, effectivement, souvent, ça pose des problèmes parce que ce sont des patients qui vont nécessiter donc tout un bilan clinique et biologique le plus souvent. Et ils nous mettent dans des situations un peu difficiles parce qu'on n'a pas le temps de leur donner toutes les informations, d'anticiper un petit peu sur la façon de faire. Donc, idéalement, ces patients-là, c'est que... Quelle est la part, j'ai envie de dire, quelle est la part de ces malades, ceux qui ne sont pas très disciplinés, entre parenthèses, c'est-à-dire ceux qui ne font qu'à leur tête? Alors, quelle est la part de l'ensemble, Est-ce qu'ils sont nombreux, finalement? Enfin, à mon niveau, parce que moi je suis dans le libéral, mais à mon niveau, il y a beaucoup de gens qui suivent dans le libéral, c'est même la grande majorité. Oui, c'est pas très fréquent et fort heureusement, mais par contre, on en va quand même. La preuve, c'est que quand vous voyez les consultations, les quelques semaines avant le mois de Ramadan, c'est des consultations qui sont hyper chargées, à l'inverse de ce qui se fait tout au long de l'année. Et puis, pour finir, il y a les patients aussi qui ne sont pas du tout assidus et qui arrivent en dernière minute en vous disant moi je vais jeûner, il n'y a pas de doute. Et vous voyez qu'il est déjà en situation de complication. Donc ces patients-là sont très difficiles parce qu'il faut les convaincre que leur état de santé... Comment les convaincre? Il faut utiliser tout ce qui est d'un point de vue scientifique. On arrive... Oui, non, très souvent on arrive parce qu'il y a quand même un niveau de risque qui est majeur et en disant à un patient, voilà, si vous jeûnez, il y a un risque que vous donniez un coup de fouet à votre rein et que vous finissiez le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, vous allez aller en dialyse, parfois ça pose problème. C'est pas compliqué, on en voit, il y a des patients qui viennent de sortir d'un événement aigu, comme disait le professeur Nibouche tout à l'heure, et qui vous disent, voilà, moi je souhaiterais jeûner comme chaque année. Et en général, quand ils passent par une situation d'urgence, ils deviennent très susceptibles et très sensibles au risque de complications et de récidive des complications. C'est-à-dire, finalement, on n'est pas... Le message est relativement plus simple à ce moment-là. Oui. Non, mais c'est déjà bien de penser qu'on n'est pas confronté peut-être à une sorte de refus de verticalité aussi, parce qu'on a l'impression que dans les maladies chroniques, souvent les gens deviennent experts de leur maladie, voilà, au point de penser, comme disait tout à l'heure Dr Laifa, que le jeûne ne va pas me faire du mal, je sais, j'ai déjà jeûné.
Et puis la grande majorité des malades sont des malades connus qui qui sont déjà passés par des ramadans avant et qui ont eu donc une certaine expérience du jeûne. Moi, je vous donne notre point de vue au niveau du CHU du CND. Du service de cardiologie. Pendant la journée, il n'y a pas beaucoup de malades qui viennent aux urgences, mais regardez la nuit. Pendant le mois de Ramadan, quels sont les malades qui viennent la nuit? Ce sont des hypertendus qui déséquilibrent leur rythme. Ça, c'est vers la fin du Ramadan ou même au début? Non, dès le début. Dès le début. C'est inondé de malades. Le service d'urgence de cardiologie. Ce sont les accès hypertensifs. Nous en avons beaucoup, beaucoup. Nous avons des accidents vasculaires cérébraux. Le professeur Aouiche tout à l'heure a parlé évidemment de la thrombose. Nous avons des embolies pulmonaires et nous avons beaucoup d'insuffisance cardiaque qui décompensent. Alors, le Ramadan est un pourvoyeur finalement de complications? De complications parce que parmi ces malades, la grande majorité pouvaient faire le mois de Ramadan sans problème, mais n'ont pas suivi les conseils de leur médecin. C'est les conseils qui doivent être suivis à la lettre. Et interrompre le jeûne est plus difficile que de commencer le jeûne. Parce que quand il commence le mois de Ramadan au milieu, il commence à avoir des problèmes, il hésite à consulter, et c'est là où il fera les complications. Alors là, accompagner, comme disait monsieur tout à l'heure, c'est très important d'accompagner le malade pendant le mois de Ramadan et lui dire attention, il y a des signes alarmants. C'est ça. Surtout le diabète. Nous aussi, en cardiologie, nous avont des signes alarmants, la douleur thoracique. Nous avons des signes alarmants sur l'AIT. L'AIT, l'accident ischémique transitoire, des signes mineurs qui disent attention, l'accident vasculaire cérébral va arriver. Donc tous ces signes alarmants doivent inciter le malade à venir consulter son médecin traitant. C'est très important, vous avez dit tout à l'heure le médecin traitant. Oui, c'est le médecin traitant, je dirais encore plus, madame, le médecin de famille. Le médecin de famille a disparu. De nos habitudes médicales, il faudrait que le médecin de famille réintègre sa place en Algérie parce qu'il a un rôle fondamental dans le suivi du patient et dans l'accompagnement du patient. Docteur Aouiche, justement, le professeur Nibouche, docteur Laifa également tout à l'heure l'a abordé, cette notion justement de pouvoir jeûner, mais ce qui peut-être le facteur peut-être la santé du malade, c'est justement de se permettre des écarts et ce poids culturel du mois du Ramadan, disons-le. On mange tous les soirs des repas très caloriques, c'est un repas de fête, littéralement, qu'on mange 30 jours. C'est ça peut-être qui aggrave la situation, cette notion de continuité. Effectivement, donc quand on voit un petit peu notre régime pendant le Ramadan, que ce soit pour les diabétiques ou même les non-diabétiques, parce qu'il faut le dire, même pour la population générale, bien sûr, même pour la population générale, ça reste vraiment très très dangereux, parce que là c'est une surconsommation de sucre, mais aussi n'oubliez pas donc de gras aussi. Alors là, on mange trop gras. Donc là, des fritures, des gratins, etc., qui sont très riches donc en gras. Et tous les soirs, les frites par exemple, c'est tous les soirs. Donc c'est pour ça que donc il y a des recommandations dans ce sens par rapport à la nutrition et Ramadan. Surtout, je parle beaucoup plus pour les patients diabétiques. Alors ce qui est connu aujourd'hui, c'est que déjà le patient diabétique, alors cette histoire de date, est-ce que je peux prendre des dates ou non, ça c'est aussi, je dirais, une croyance qui est complètement erronée dans notre société. On dit consommer des dates en chiffres impairs, ça peut équilibrer le diabète, alors que c'est complètement faux. Mais finalement, on peut consommer des dates ou pas ? Alors, on peut consommer des dates si on veut rompre le jeûne, mais à ne pas dépasser habituellement 3 dates. Et il faut que la date aussi ne soit pas trop mielleuse, c'est ça ce qui est conseillé. Ensuite, le patient, donc, il peut prendre sa harira ou sa shorba, mais là, encore une fois, la surconsommation de sucre, donc via le pain aussi, parce qu'on consomme trop de pain. Et cette surconsommation du pain aussi, on sait que le pain, il est très riche en sucre. Donc, du coup, la harira ou la shorba, logiquement, elle doit être prise sans pain. Ensuite, nous, on attaque directement le deuxième plat, alors que normalement, on devrait aller directement vers l'hors d'œuvre, donc la salade. Alors, la salade, elle devrait être l'entrée. Nous, c'est toujours, je m'excuse pour le terme, mais c'est la sortie. Oui. En fait, ça, c'est complètement faux. Donc, on a malheureusement hérité de traditions qui sont complètement, donc je dirais, fausses. Alors, je parle aussi de la consommation des sucreries dans la soirée. Donc, éventuellement, qalb
bellouz, zlabia, ça aussi il faut faire très attention, c'est une consommation, d'accord, mais qui est très limitée et à condition que le malade réajuste sa thérapeutique. Et enfin, je dirais aussi, il y a la partie qui est très importante, c'est suhour. Alors il y a beaucoup de diabétiques qui vous disent, moi je fais pas suhour, mais non, suhour est obligatoire pour un patient diabétique. Mais suhour, toujours est-il, c'est une petite collation et c'est pas des sucreries, c'est plutôt de sucre lent. Donc c'est ça ce qu'il faut conseiller. Et il a bien dit, docteur Hellal, tout à l'heure, entre l'iftar et le suhour, là il faut une bonne hydratation. On s'hydrate pas avec des sodas, mais on s'hydrate avec de l'eau. Oui. Docteur Laifa, alors chez un diabétique, bien sûr, les complications, vous en avez touché un mot tout à l'heure, on a parlé d'hypoglycémie, on a parlé d'acidocétose. Est-ce que c'est irréversible quand on s'expose justement à ce genre de risque ? Quand on est dans la complication, on ne sait pas. En général, une complication, si elle est due à la maladie elle-même, vous savez, le diabète en particulier, si on parle de diabète, c'est une maladie évolutive. C'est une maladie, elle n'évolue pas de la même façon chez tout le monde, c'est évident, mais elle évolue quand même. Oui. Et donc, quand elle évolue vers les complications. Et malheureusement, quand il y a une complication qui s'annonce, ça veut dire que les autres organes ne sont pas. Si vous avez une rétinopathie diabétique, probablement, vous avez déjà un autre problème rénal qui n'est pas encore visible, mais qui est là. Hein. D'ailleurs, nous, dans les définitions de diabète, je me souviens, le professeur Renard à Montpellier nous disait le diabète est une maladie cardiovasculaire. Oui. Caractérisée par une hyperglycémie. Vous voyez, donc l'hyperglycémie est un détail. Et qui dit cardiovasculaire, c'est-à-dire tous les vaisseaux, aussi bien les micros, macros, donc elle va toucher tous les organes. Et ces organes-là sont touchés à travers cette microcirculation, c'est-à-dire les yeux, les reins et tout ça. Donc la complication, on évite toute la prise en charge du diabétique dans le parcours et l'accompagnement, c'est d'éviter une complication. Parce que chez le diabétique, une glycémie à 3 grammes, même à 4 grammes, ne le rend pas moins fort. Et c'est ça qui donne une fausse assurance. Il dit, moi j'ai les glycémies qui montent, mais ça me fait rien du tout. Mais effectivement, ça vous fait rien du tout. Mais c'est un cumul et qui va toucher, il finira par toucher tous ces organes. Moi je leur dis toujours, le diabète, le sucre, en quelque sorte, pour être un petit peu vulgarisé, et laissez-le le temps, il va tout détruire. Absolument. Si vous lui donnez le temps, nous, on ne va pas lui donner le temps. Parenthèse, si vous permettez, docteur Laifa, quelle est la place des nouveaux traitements dans la prévention aujourd'hui ? Est-ce que cela peut aider, par exemple, dans le sujet du jour, quand on parle du jeûne ? Aujourd'hui, on sait qu'il y a des molécules qui protègent justement les organes vitaux, par exemple. Oui. Comme, alors, je peux citer le SGLT2 ou encore le DPP4. Oui. Oui, ce sont des médicaments qui font partie... Innovants. Innovants, du moins. Qui ne sont plus vraiment innovants. Oui, les analogues GLP, ils existent depuis quelques années quand même. Les inhibiteurs de SGLT2, c'est récent. Ça reste un peu ça reste parce qu'on a un problème de remboursement. Ils sont pas ça pose un problème, mais effectivement, le but, donc c'est ça, la philosophie d'un traitement nouveau, il est basé sur la protection des autres organes. Pas plus que ça. Si on arrive à protéger les organes, le diabète ne vous fera pratiquement rien. C'est ça, protéger les organes. Et ces médicaments-là sont axés principalement sur ça. Protéger les vaisseaux, protéger le corps, protéger les reins, c'est protéger le diabétique. Donc on peut vivre. On a des diabétiques. Moi j'ai un diabétique, et il est diabétique depuis 48 ans. Et comme si, alors si vous le prenez maintenant, vous allez dire qu'il est diabétique depuis 2-3 années. Alors qu'on a des diabétiques qu'on découvre à l'occasion de diabète, une complication et qui peut... Vous êtes en train de parler d'un sujet qui nécessite lui-même une émission, docteur Laifa. Oui, est-ce que les complications finalement du diabète sont évitables ou pas ? Ça, c'est une thématique qui nécessite une émission à part entière. Oui, absolument. Les facteurs génétiques sont très importants parce que nous connaissons très très bien ce problème. Oui. Des sujets diabétiques, effectivement, qui font des complications cardiovasculaires et d'autres qui n'en font pas, alors que le traitement, le suivi et l'équilibre sont parfaits. Il y a un facteur génétique de l'athérosclérose qui est irréfutable. Docteur Hellal, alors on a parlé de cette notion justement du fait de manger trop et en un temps record. Quel est le risque finalement ? On a tendance à trop manger et en un temps très court. Le risque est sur tous les plans, parce que c'est pas compliqué. Un patient, qu'il soit diabétique ou qu'il soit hypertendu, quand il a une surcharge, j'allais dire, en nutriments
qui sont déconseillés. Hein. Chez le diabétique, c'est forcément l'alimentation sucrée ou même l'alimentation grasse. Hein. Chez le patient hypertendu en insuffisance cardiaque, c'est notamment la consommation excessive de sel en un temps record, va l'exposer forcément à un risque de complications majeures. Hein. Chez le diabétique, c'est des hyperglycémies sévères. Ces hyperglycémies sévères, malheureusement, vont précipiter l'évolution des complications. Au lieu de, j'allais dire, de les prévenir, on va les faire venir très rapidement. Le professeur Nibouche tout à l'heure parlait du sel et le risque des OAP, hein, des œdèmes aigus du poumon ou des décompensations cardiaques, mais ça c'est imminent, ça c'est lié à cette alimentation qui est excessive et qui arrive en un temps record. Hein. Et tout ça en fait on peut l'éviter initialement avec une bonne éducation thérapeutique au départ et puis on prépare le patient à l'arrivée de Ramadan, on va dire ne pas lui interdire les choses, hein, ce qu'il disait tout à l'heure Dr Awish, hein, on ne va pas dire aux patients de ne pas consommer des dates, mais de consommer de manière modérée, de prendre par exemple 3 dates au lieu que ce soit 7 dates, et puis surtout boire beaucoup d'eau par exemple pour le patient diabétique en l'occurrence, et surtout ne pas boire des sodas, ne pas boire choses qu'on voit malheureusement, hein, les bouteilles de limonade sur la table pendant le mois de Ramadan. Tous les soirs. C'est complètement effarant, absolument. Et donc, puis un effet, excusez-moi, d'entraînement. Un effet d'entraînement. Vous savez qu'il y a des malades qui ne font pas donc le jeûne, ils sont convaincus que c'est dangereux, mais un effet d'entraînement pendant le mois de Ramadan parce que la vie change. La vie change complètement et ils vous diront, eh ben écoutez, moi je mange comme les autres pendant le mois de Ramadan parce que la table est garnie. Pour ne pas se sentir exclu. Donc oui, pour ne pas se sentir exclu. Il va veiller. Problème du sommeil qui est très 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 important. Et tous ces problèmes-là, c'est vrai que ce sont des problèmes ardus, difficiles à résoudre. La difficulté, évidemment, du médecin de prendre en charge convenablement son malade est fondamentale. Et on a parlé de négociation, hein, justement, oui, tout à l'heure on en parle. Comment ça se passe concrètement? Alors on va négocier comment? On va dire de faire des analyses par exemple, ou on va dire qu'il faut garder son tensiomètre à côté de soi. Ça se passe comment? Alors, ça se passe comment? Les dernières recommandations disent que c'est la stratégie d'étape par étape, step by step. Alors, cette stratégie de step by step est basée évidemment sur une stratégie donc progressive, sur donc le temps. Laisser le temps agir. Alors vous avez dit donc que la consultation devrait se faire pour le sujet diabétique 2 mois avant. Nous c'est 1 mois en cardiologie, mais vous c'est un peu plus long évidemment pour faire l'éducation, pour convaincre le malade, etc. Et là vous allez négocier, vous allez dire écoutez voilà, avec évidemment des références. Nous on a des références en cardiologie, dire baisser le LDL cholestérol qui est le cholestérol, le mauvais cholestérol, parce que vous devez prendre votre médicament à 21h et vous devez faire votre régime en même temps, c'est d'avoir un LDL bas. Vous ne faites pas ça, votre LDL va s'élever et vous allez faire un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde. Donc vous allez négocier en proposant une solution aux risques évidemment, aux risques qui vont survenir. Encouru, oui. Absolument, encouru. Et là, avec le temps, le malade va se sentir, donc, parce que là, vous n'allez pas lui imposer. Vous dites, vous êtes libre. Vous le responsabilisez. Vous le responsabilisez, vous êtes libre. Je ne vous impose rien. Vous ne direz pas, écoutez, il faut pas faire le carême parce que vous risquez de faire ça et la prochaine fois, je ne vous vois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non, le malade va partir et il fera le contraire de ce que vous allez lui dire. Convaincre, c'est pas la meilleure solution. Négocier et accompagner. Le mot accompagner est très très important. Parce qu'il va vous suivre. Il va dire je vais commencer. Et puis je vais voir. Si vous allez arriver à, comme vous dites, 3 grammes, et au bout d'une semaine, il était bien équilibré, et qu'au bout d'une semaine, il va se retrouver avec 3, vous l'aurez averti. Vous l'aurez averti sur les conséquences. Et là, il va être plus sensible. Mais j'ai envie de dire, dans la phase aiguë du jeûne, dans l'urgence, j'ai envie de dire presque, est-ce qu'on va demander aux patients d'avoir, par exemple, pour les diabétiques ou encore les hypertendus, d'avoir, par exemple, un lecteur de glycémie à proximité, de faire attention aux signes, ce que vous disiez tout à l'heure. Par exemple, il y a la notion aussi d'accepter de rompre le jeûne, même à une encablure du Aden, qui est un peu compliqué dans la culture algérienne, c'est par difficile. exemple. Voilà, quand il reste 1 minute, il va te dire non, il me reste 1 minute, même s'il est en souffrance, par exemple. Toutes ces notions, est-ce qu'on les explique bien aujourd'hui en consultation ?
Alors, cela fait partie effectivement des négociations qu'on fait habituellement avec le patient. Donc, comment on accompagne le patient? Le patient, en fait, il y a toute une série, je dirais, de conseils qu'on lui donne. Mais en fin de compte, l'information seule ne suffit pas parfois. Parce que le malade, il peut être informé, mais il n'applique pas. C'est ça le problème en pratique. Donc du coup, comment aller éventuellement faire... Ça passe par, c'est ce qu'on appelle un entretien motivationnel. Donc le patient, au lieu... Alors on ne fait jamais peur à un patient. Donc lui dire, tu vas jeûner, donc automatiquement, tu risques d'avoir ça et ça. Non, faire peur, c'est de la confrontation. Et c'est malheureux parce que tout simplement, le patient, il sera dans la résistance. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est d'aller dans la motivation. Motiver comment faire, poser des questions, mais de façon intelligente. Et de lui dire, voilà, qu'est-ce que tu connais par rapport au risque du jeûne? Et par exemple, pour un sujet qui a haut risque. Et là, il va répondre. Quels sont les inconvénients? Quels sont les, on va dire, les avantages et les inconvénients? Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, c'est ce qu'on appelle la balance. C'est ça ce qu'on appelle dans le jargon de l'éducation thérapeutique, donc la balance décisionnelle. Et c'est à partir de là qu'il va se prendre conscience qu'effectivement, il est dans une situation plus à risque. Et ben, ça le motive à ne pas jeûner. Donc du coup, il y a des conseils, c'est des négociations qu'on fait. Si maintenant ce patient décide de jeûner, alors là, il faut bien sûr l'accompagner. L'accompagner, c'est de lui dire, voilà, il y a des situations particulières où vous êtes obligé d'arrêter de jeûner. Alors tout à l'heure, Dr Laifa a cité quelques-unes. Rappeler les valeurs déjà. Bien sûr, c'est des valeurs. Donc obligatoirement. Est-ce qu'on peut les rappeler encore une fois? Un sujet à haut risque doit faire de l'autosurveillance glycémique. Maintenant, si on est dans l'hypertension, il doit suivre sa tension, ça c'est clair. Donc du coup, oui, il y a 3 situations. La première situation, c'est quand un malade, par exemple, il fait une hypoglycémie, on va dire un chiffre inférieur à 0,60, donc là, il doit arrêter obligatoirement le jeûne. Alors maintenant, s'il fait un 0,70, même s'il est à ou un 0,60, même s'il est à quelques minutes du jeûne, de la rupture du jeûne, il doit arrêter. Ça, c'est obligatoire. Deuxième condition, donc ça a été dit, c'est l'hyperglycémie. Les gens croient quand on est en hyperglycémie, quand on continue à jeûner, on va diminuer donc la glycémie. Alors c'est complètement faux, parce qu'il va se déshydrater, il risque encore d'aggraver. Et troisième situation, c'est quand le patient il va faire une infection ou bien n'importe quelle infection qui pourrait éventuellement déséquilibrer son diabète. Il fait une angine, il fait un Covid, il fait n'importe quoi, là il doit arrêter de jeûner. Donc ce sont des 3 conditions qui sont obligatoires pour que le malade arrête de jeûner. Alors, est-ce que les personnes malades doivent avoir un suivi plus rigoureux pendant le ramadan, c'est-à-dire par exemple des rendez-vous plus rapprochés? Qui jeûnent. Oui, les personnes qui jeûnent, absolument, oui. Bien évidemment. J'ajoute juste un petit détail par rapport à ceux qui seront dans une situation où ils répondent aux critères de rupture de jeûne obligatoire, rupture de jeûne médicale. Oui, bien sûr. Donc on ne peut pas rompre le jeûne aujourd'hui parce que je passe par une situation critique et reprendre le jeûne demain. Ça aussi, ça fait partie des recommandations. Le ramadan est fini pour nous. S'il y a une situation critique qui s'annonce, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer avec ça. Et le lendemain, moi j'ai fait une glycémie très basse, j'ai fait une hypoglycémie, mais il a une explication pour ça. Et le lendemain, il va jeûner. Non, là, généralement... C'est le niveau de risque en fait qui a augmenté. On ne revient plus. Donc le ramadan est terminé pour nous, du moins. Autre chose, c'est par rapport à l'utilisation. Parce que nous, on a une classification de patients. Et ils vous disent, des patients, moi je suis sous comprimé, pourquoi je ne jeûne pas? Alors, et puis, ils croient que uniquement ceux qui sont sous insuline, ils ne jeûnent pas. Alors qu'en réalité, les deux peuvent jeûner. On a des patients qui sont pas... C'est pas ce qu'on disait il y a quelques années, hein, Dr Laifa. On disait que le diabétique de type 1 ne peut pas jeûner. Alors, justement, c'est pas le type 1. C'est pas que là, c'est quelqu'un qui est sous insuline, n'est pas forcément type 1. Oui, effectivement. D'accord. Ça, c'est... Alors, si on est sous une insuline basale, une insuline qu'on fait en dehors des repas, qui agit, comme tous les patients, sur les 24 heures pour simuler la physiologie de la glycémie et tout, ici, il est équilibré. Ici, il répond aux conditions qu'on vient de parler. Effectivement, il peut jeûner, mais toujours avec un contrôle rigoureux. Alors, il y a des glycémies qui doivent être prises au cours de la journée, pendant le jeûne. Par exemple, une glycémie à jeun, elle est équivalente à une glycémie prise aux environs de 11 heures. Quand on a fait suhoor, on ne peut pas quand même prendre une glycémie à 8 heures et croyant que c'est une glycémie à jeun. Ce n'est pas une glycémie à jeun. Donc, une glycémie à jeun aux environs de 11 heures. Une glycémie avant... la rupture de jeûne de 1 heure, elle peut être significative. Mais devant toute dégradation d'une situation clinique anormale.
une sensation d'un malaise particulier, d'une situation anormale, d'une fatigue extrême, d'un mal de tête. Oui, il faut non seulement prendre tout de suite la glycémie et rattacher l'événement par rapport à un symptôme clinique. Et il n'y a pas que les chiffres qui peuvent déterminer cette situation. Voilà, parce que là, il fait une hypoglycémie. Généralement, les hypoglycémies, la majorité des patients, ils connaissent c'est quoi. Mais le suivi rigoureux pour ceux qui sont autorisés, l'autorisation n'est pas une carte blanche. Ça ne veut pas dire que vous pouvez jeûner et vous ressembler à tout le monde. Le risque est toujours là, il est toujours permanent et il doit être accompagné jusqu'à la fin du Ramadan. C'est pour ça que j'insistais justement sur cette notion de devoir avoir son lecteur de glycémie à proximité. Exactement. Ou son tensiomètre, ou accepter encore une fois de rompre le jeûne lorsqu'on se sent mal, même si il reste quelques minutes de l'appel à la prière. Docteur Hellel, on parle depuis tout à l'heure de la table bien garnie et toutes les tentations auxquelles tout le monde, pas uniquement les malades chroniques, sont confrontés pendant ce mois et 30 jours durant. D'où l'importance justement de rappeler peut-être le rôle de l'environnement également, parce que l'environnement et la famille du malade a un rôle également, peut-être pour accompagner encore une fois, ou peut-être pour éviter les écarts qu'on se permet pendant ce mois. C'est absolument vrai. En fait, il y a des exemples que l'on vit au quotidien. Quand on voit par exemple que dans une famille, il y a le père ou la mère qui est diabétique et puis les enfants ramènent des bouteilles de soda et qui les posent sur la table et on va dire à la maman ou à la grand-mère de ne pas toucher au soda parce qu'elle est diabétique et qu'elle ne peut pas se permettre. C'est quelque part, ça va à contresens, parce que dès le moment où on met une bouteille de soda sur la table, ça donne des envies et surtout après une journée de jeûne, elle va forcément aller dire à cette personne de ne pas toucher à ce qui est interdit entre guillemets, façon de parler d'interdiction. Donc oui, la famille doit être sensibilisée, tout l'entourage, et il faudrait que chacun fasse de son mieux pour améliorer les conditions de la personne qui doit jeûner et qui est atteinte d'une maladie chronique, que ce soit un diabète ou autre pathologie. Donc oui, effectivement, la sensibilisation de l'entourage est absolument importante. C'est essentiel et la famille a un autre rôle également, peut-être dans le fait de guetter les signes. Vous en parliez tout à l'heure, professeur Nibouche. Est-ce qu'on peut rappeler pour les gens qui nous regardent, pour peut-être leur mettre la puce à l'oreille, quels sont les signes de malaise qu'on doit justement observer et auxquels on doit faire attention? Alors, il y a les malaises d'abord liés à la maladie qui se déséquilibre, et il y a les malaises liés aussi aux médicaments qu'on prend. Vous avez, comme chez le sujet diabétique, un sujet qui est hypertendu peut être évidemment à risque de faire une hypotension, et surtout une hypotension orthostatique, et qui est donc où le malade chute et perd connaissance quelquefois. Et on pense à autre chose, à un arrêt cardiaque, on pense à ce qu'on appelle un bloc AV complet, nécessitant un pacemaker. Quelquefois, on va sur ces diagnostics-là, mais en fait, ce sont des hypotensions orthostatiques du jeûneur. Et ça, c'est connu, et surtout chez le sujet âgé, alors qui fait la prière, donc en se relevant, il chute d'un seul coup. C'est typique, et c'est pendant le mois de Ramadan. Alors là, il y a l'éducation. Pendant le mois de Ramadan, on leur dit, quand vous mettez debout, il faut aller de façon progressive. Absolument, progressive. De façon progressive. Donc ça, c'est le premier signe qui est méconnu, et qui est très important. Et quelquefois, il chute, il se blesse, et il ne sait pas ce que c'est. Le deuxième signe, c'est l'hypertension artérielle. Alors, les à-coups hypertensifs, c'est les céphalées. Alors, il y a les céphalées de l'hypoglycémie aussi. Il y a des céphalées qui sont liées à d'autres, évidemment, du jeûneur qui n'est pas malade. Café, tabac. Oui, il y a le sevrage tabagique, le sevrage, évidemment, de la caféine. Ça donne des céphalées. Mais là, ce sont des céphalées au niveau de la nuque, et puis des étourdissements. Et un signe important, c'est la difficulté respiratoire. D'accord. Alors, la difficulté respiratoire n'arrive pas donc à respirer normalement. Il vous le dit, j'ai des difficultés à respirer. Alors, le jeûneur hypertendu ou insuffisant cardiaque qui a des difficultés à respirer, surtout liées à l'effort, il faut qu'il consulte tout de suite. Car le médecin va évidemment lui donner ce qu'on appelle une pause.
Alors les pauses existent pendant le mois de Ramadan et c'est médical. Ces pauses peuvent aller donc de 2-3 jours jusqu'à une semaine en cardiologie. Évidemment, qui permettent aux malades de récupérer. C'est comme des fenêtres en fait. Des fenêtres, absolument. C'est des fenêtres, Windows. Et là, ces fenêtres permettent aux malades de pouvoir se réadapter donc à une nouvelle situation. Parce qu'en fait, c'est de passer d'une situation, disons, normale à une situation de contrainte sur l'ensemble de l'organisme. Absolument. Et ces contraintes, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas changer ses habitudes pendant le mois de Ramadan. Un malade chronique ne doit pas changer ses habitudes. Sur le plan du sommeil, le nombre d'heures de sommeil, qui est de 8 heures pour certains, 6 heures pour d'autres, de ne pas veiller. On nous parle souvent aussi de l'activité physique. Faut-il faire de l'activité physique? Là aussi, c'est un problème. Nous voyons beaucoup de personnes courir avant le moment du sport. Chez un sujet jeune, oui, c'est possible. Mais un sujet à partir de 40 ans, c'est un sujet qui commence à être fragile. Et un sujet à partir de 40 ans est apparemment en bonne santé. Je pèse mes mots. Apparemment en bonne santé. C'est-à-dire qu'il se sent bien dans sa peau, mais en fait, il a eu des maladies à l'intérieur du corps qui sont en train de le ronger, asymptomatiques. Et c'est comme ça que pendant le mois de Ramadan que se révèlent ces maladies, madame. C'est ça. Et se révèlent ces maladies, et que ce sont des maladies extrêmement graves. Attention, je parle... Il ne nous reste pas beaucoup de temps, professeur Lebouche. Il faut qu'on termine peut-être sur les signes aussi glycémiques. À quel moment un diabétique doit rompre le jeûne? Alors en fait, il y a deux catégories. Il y a les gens qui vont éventuellement ressentir, on va dire, l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est connu, hein, c'est des sueurs, c'est des céphalées, c'est de la transpiration, c'est la sensation. C'est bien de les rappeler, hein, voilà, de la faim douloureuse. Donc c'est ça au fait, parfois, donc des troubles de la vision. Mais attention, il y a une autre catégorie de patients qui sont c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie asymptomatique. Au fait, vous savez que plus le diabète est ancien, plus il y a de la neuropathie et le malade, malheureusement, donc il va pas ressentir ces symptômes. Alors d'emblée, ces malades ne doivent pas jeûner. Ça, c'est une obligation. Parce que déjà, le fait d'avoir une hypoglycémie asymptomatique, le score, il est déjà de 6,5. Donc, ça veut dire qu'il dépasse déjà le score donc, de 6 qu'on avait parlé tout à l'heure. Donc, l'hyperglycémie, malheureusement, il ne va rien ressentir. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je peux être à 4 grammes, 5 grammes, je ne ressens rien du tout. D'où l'intérêt de l'autosurveillance. Donc, l'autosurveillance, elle est obligatoire chez ces personnes-là. Mais elle dépend du risque, ça veut dire du niveau de risque. Plus je suis dans le haut risque et je décide de jeûner, là je dois augmenter mes nombres donc de glycémie capillaire. Si je suis maintenant juste sous médication qui ne donne pas des hypoglycémies et je suis dans le risque modéré, à la limite je peux faire 2 à 3 glycémies par jour. Oui, merci beaucoup messieurs. On arrive au terme de cette émission, il ne nous reste plus de temps. On termine justement sur peut-être un mot que vous avez dit, l'autosurveillance, c'est très important. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. Je vous souhaite Sahaf Torkom, mais une excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.